Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette discussion portant sur l'état de droit, liberté individuelle, où en sommes-nous? Donc, il s'agit d'une conférence offerte, comme vous le savez, dans le cadre du Salon Visée Droit, donc du Barreau de Montréal. Merci énormément d'être présent avec nous aujourd'hui dans une discussion qui sera, je vous dirais, peut-être que l'année dernière, si c'est possible, compte tenu du fait de l'actualité qui nous a bombardé d'éléments pertinents à la discussion qui s'en vient. Donc, il y aura, en fait, les questions seront ouvertes au courant de la conférence. Vous pouvez les mettre dans la boîte Q&A, donc questions et réponses. Je vais tenter de les insérer dans le cadre de ma discussion avec le professeur Bérard et ça fonctionne bien normalement. S'il en reste à la fin, je vais tenter je vais les soumettre en fait à notre conférencier, mais normalement, on devrait réussir à les inclure en temps réel, justement pour avoir des réponses les plus pertinentes lorsque les questions seront posées. Donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter en fait notre conférencier, celui que j'ose appeler mon ami, croirais-je, Maître Frédéric Bérard, professeur Bérard, donc docteur en droit, politicologue. Il a également poursuivi des études postdoctorales en philosophie. Il a été récipiendaire d'une douzaine de prix d'excellence. Je pense que c'est même plus un jour, je pense que c'est beaucoup plus d'une douzaine de prix d'excellence en enseignement décernés par les universités de Montréal et les universités McGill, reconnu non seulement pour son talent de vulgarisateur, mais également pour ses prises de parole sans aucune gêne, j'allais dire même ses prises de bec parfois célèbres avec des gens tout autour du monde politique et juridique. Il est également très bien reconnu pour avoir ses entrées partout dans les milieux politiques, notamment dans les différentes entrevues qu'il avait faites sur un divan. Je vous laisse aller chercher les différentes entrevues qui sont particulièrement pertinentes où le professeur Bérard a rencontré divers acteurs pertinents des milieux politiques et juridiques. Donc, professeur Bérard, Frédéric, bonjour. Merci, Alexandre. Tu es trop aimable et le plaisir est très, très réciproque. J'ai beaucoup entendu parler de notre échange de l'année dernière. J'aurais apprécié qu'on se soit trompé davantage. Malheureusement, on avait vu relativement juste. En fait, on a peut-être même, comme on dit en anglais, undershooté en un sens, compte tenu de la gravité des événements récent et de l'impact de ceux-ci sur l'état de droit. Je pense que c'est encore plus pertinent peut-être que, si ça se trouve, que l'année dernière, de faire une espèce de mise au point, comme tu l'annonçais, sur ce qu'il en est en matière d'état de droit et de libertés individuelles, parce qu'évidemment, ça va ensemble. Exactement. Justement, ne commençons pas local comme on aurait normalement fait. Je crois qu'on ne peut pas éviter l'éléphant dans la pièce. On ne peut pas commencer une conférence parlant d'état de droit, de liberté individuelle sans parler de la situation internationale. On y avait touché justement, comme tu le mentionnais l'année dernière. On parlait vraiment particulièrement des différents populistes surtout, mais est-ce que l'on avait même évoqué une guerre, et le mot guerre, je ne crois pas, et c'est exactement ce qui est surprenant dans ce cas-ci. Frédéric, j'ai le goût de te donner, en fait, sans même poser la question, quid de la guerre en Ukraine? C'est quand même quelque chose qui est frappant, qui vient nous dire que c'est toujours, peut-être, je dirais, nous confirmer que c'est toujours possible au 21e siècle, une guerre internationale. Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais en mentionner dans ce cadre-là? Ben, tu as raison de dire qu'on ne l'avait pas prévu. Assez peu de gens, d'ailleurs, avaient prédit l'ampleur de l'attaque. Des menaces de Poutine, ça, il y en a depuis à peu près tout le temps. On se souvient de la Crimée. On se souvient aussi, et c'est encore actuel, ce qui se passe en Syrie. Par rapport à l'Ukraine, on n'avait évidemment pas prévu le coup, du moins pas moi, pas du tout. Mais quand on y pense, Alexandre, au final, est-ce que, c'est si surprenant compte tenu de l'histoire récente des dirigeants russes? Puis là, je prends la peine de faire la distinction entre le peuple russe et les gouvernements russes. C'est deux choses distinctes. On peut critiquer le gouvernement russe sans critiquer les Russes eux-mêmes. D'ailleurs, on sait très bien qu'une grande majorité de ceux-ci sont contre actuellement ce qui se passe en Ukraine. Et pour le reste, ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour moi, quand on y réfléchit un peu, c'est juste l'aboutissement malheureusement logique
de ce qu'on a déjà discuté ensemble, c'est-à-dire un populisme à tout crin, c'est-à-dire la désinformation à tout crin. On sait d'ailleurs qu'actuellement, quiconque propage de la fausse information selon le Kremlin est maintenant susceptible de faire 15 ans de prison. De là, le fait que les journalistes de Radio-Canada, CBC et d'autres médias traditionnels ont été rapatriés au pays parce que c'est tout simplement trop dangereux. Donc, quand on attaque la liberté de presse, par définition, on attaque l'État de droit, ça va de soi. Et la dernière affaire qui me désole, je veux dire, on n'avait pas besoin de ça pour le savoir, on n'est pas sans dessein, c'était d'une clarté absolue, mais quand même, la faiblesse, pour ne pas dire l'inutilité du droit international, pour moi, est encore une fois démontrée par ce qui se passe actuellement. Et c'est pas drôle. Justement, tu as des commentaires quand même très durs, mais est-ce que ça ne fait pas exactement ce que ça doit faire, c'est-à-dire que le jeu des alliances, le jeu particulièrement de l'implication de l'OTAN ou en fait de sa non-implication, fait en sorte que l'on évite peut-être une guerre qui serait de nature plus ample, ou au contraire, est-ce que justement ces alliances-là et ces différentes ententes-là ne font pas en sorte de laisser justement un État en Russie agir comme il le veut, comme bon lui semble, à cause de cette peur-là de déclencher? Comment on balance entre ces deux peurs-là, c'est de diriger par la peur comme ça? Tu sais, moi, quand on me dit le droit international, c'est mieux que rien, OK. Puis le rien, ça serait quoi, mettons? C'est quoi le rien? Qu'est-ce qui est mieux que rien? Moi, c'est drôle, hein, ce que j'ai vu. C'est un Conseil de sécurité qui a essayé d'adopter une résolution plutôt banale, disant on condamne l'invasion russe. Évidemment, résolution qui a été bloquée. Pourquoi? Parce que la Russie a un veto au Conseil de sécurité. On sait que la Russie actuellement viole l'ensemble des conventions applicables en matière de droit de la guerre. Il y a même des déplacements de civils là, depuis quelques jours qui sont aussi des contraventions. Et la sanction, elle est où? Il n'y a pas de sanction. Il n'y a rien qui se passe. Poutine, devant la Cour pénale internationale, demandez-lui si ça le dérange très sérieusement. La réalité, c'est qu'actuellement, s'il y a cette espèce de jeu géopolitique qui se déroule sous nos yeux, c'est-à-dire à peu près tous contre la Russie, tous ensemble contre la Russie, à mon avis, puis évidemment, je peux me tromper, mais j'attends la démonstration inverse. À mon avis, ce n'est pas une question du droit international, ce n'est pas une question de l'influence du droit international, c'est une question de la géopolitique, parce que tout le monde sait très bien qu'une fois que l'Ukraine tombe, par la suite, c'est la Moldavie, c'est la Roumanie, possiblement la Pologne, et en d'autres termes, on est dans un trouble absolument épouvantable. Donc, d'un point de vue géopolitique, tous ces États-là font valoir leurs propres intérêts, qu'existe ou non le droit international. Maintenant, le joker là-dedans, et ça démontre encore une fois, je pense, l'impotence du droit international, c'est de savoir qu'est-ce que la Chine va faire. Mais est-ce que quelqu'un croit sérieusement que la Chine se dit « Ah, je suis peut-être mieux de ne pas aller aider la Russie parce que je contreviendrai au droit international » ou elle a plutôt peur des représailles américaines et ainsi de suite, est en train d'évaluer ce qu'il en est au final? En d'autres termes, je pose la question de manière, je comprends que j'ai déjà fait mon lit, comme on dit, mais je pose la question de la manière la plus honnête possible. Disons qu'il n'existait pas de droit international, zéro et une barre, ça n'existe pas, ni dans les lettres, ni dans les esprits. Qu'est-ce qui aurait été différent actuellement? Personnellement, en fait, c'est effectivement une bonne question, mais est-ce que ce n'est pas encore plus effrayant de venir dire qu'on est au niveau international dans une loi du plus fort, dans une loi du plus... Mais si on est là, qu'est-ce que ça peut dire ensuite pour différents pays ou pour des législateurs locaux qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Puis on va s'amener peut-être plus tard dans le local, là, puis je pense qu'effectivement, c'est un bel exemple, mais justement, est-ce que, admettons, puis là, parlons de positivisme, parlons que le conflit, il y aura une position de sortie quelconque, peut-être que justement l'Ukraine qui aura un statut différent, peu importe ce qui va se passer, mais admettons qu'on sort de cette crise-là. Qu'est-ce que ça veut dire, pour le droit international, mais aussi pour tous les pays où on parlait justement où l'état de droit est un peu fragile? Est-ce qu'on ne vient pas leur dire que, dans le fond, vous avez peut-être pris la bonne décision de ne pas tant vous enfarger dans les fleurs du tapis quel état de droit? Bien, je pense que ta réflexion est ultra pertinente parce que c'est un peu ça l'affaire. Une fois que la poussière va être retombée, on verra dans quel état la poussière retombera, puis elle retombera où. Parce que quand je parlais du joker chinois,
malheureusement, le spectre d'une troisième guerre mondiale n'est pas à écarter au moment où on se parle. C'est ça la réalité. Et moi, je recule un petit peu avant de faire un bond sur ce que tu as dit. Moi, honnêtement, je suis très fâché actuellement contre l'insignifiance du droit international. Quand j'ai entendu Zelensky au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis dire « Venez nous aider, faites quelque chose, laissez faire vos pensées, vos prières, on a besoin de vous », ou à tout le moins, minimalement, protéger certains corridors aériens pour permettre à nos civils de sortir du pays. Ça me semble être, c'est pas, même ça. Trudeau, la même journée où il encensait Zelensky, mon ami, champion de la démocratie, quelques minutes plus tard, est obligé de dire non, il n'y en aura pas de no-fly zone. Pourquoi? Parce qu'on a peur des Russes. En d'autres termes, la Russie a décidé qu'elle ne respectait pas le droit international et les autres peuvent être tentés de s'en servir en disant tu ne respectes pas le droit international. Mais en même temps, de ce côté-là de la clôture, n'oublions pas qu'il y a des gens là-dedans qui ne sont pas nécessairement les dossiers les plus vierges en matière de non-violation du droit international. Je pense évidemment aux États-Unis, on s'entend bien. Pourquoi les États-Unis étaient débarqués au Koweït lors de l'invasion de l'Irak, on s'en souvient au début des années 90, je ne pense pas que c'était réellement en rapport au droit international. Moi, je pense que c'est plutôt par rapport à ses propres intérêts, notamment pétroliers. Quand les États-Unis ont eux-mêmes demandé, après le 11 septembre, à l'ONU, s'il vous plaît, votez-moi une résolution, je vous le dis, l'Irak cache des armes nucléaires. Et l'ONU a dit, ben non, il ne cache pas des armes nucléaires, ça a tout été démantelé depuis 1995. Non, je suis sérieux, je veux qu'on aille voir. Et on dit, OK, ça va. Fait qu'il a envoyé des équipes d'inspecteurs et autres pour arriver à la conclusion, ben non, il n'y en a plus. Ben, les États-Unis ont dit, ben moi, je vous le dis qu'il y en a. Ben, ils ont dit, prouvez-le. Ben non, je ne peux pas vous le prouver, mais il y en a quand même. Alors là, votez-moi une résolution pour me permettre d'attaquer l'Irak. L'ONU a dit, ben non, on ne peut pas te permettre ça. Ils ont dit, OK, ben moi, je vais donner, c'est les États-Unis qui parlent, je vais donner du fric à quiconque va m'appuyer pour la résolution. Il y en a une couple qui ont dit oui, la plupart ont dit non. Il n'y a pas eu de résolution, ce qui n'a pas empêché les États-Unis d'aller faire tomber l'Irak. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est une bonne affaire parce que Saddam Hussein, et c'est ça, je comprends bien, mais personne ne pense sérieusement que le mobile premier des États-Unis ici était de faire tomber Saddam Hussein, c'était de se positionner en matière géopolitique. Je pourrais parler en 2 secondes ou 2 minutes de l'affaire d'Omar Khadr, Guantanamo, Bagram. Ce sont des exemples très clairs où les Américains ont violé tout ce qui existe en matière de droit international, protection des droits de l'homme, en claquant des doigts. Et qui a fait quoi pour empêcher ça? Personne. La Maison-Blanche de George W. Bush a fait adopter ce qu'elle appelait les mémos de la torture. Et je te les résume, tu vois, c'est bien simple. Si, dans votre traitement du détenu, celui-ci ne meurt pas ou vous ne portez pas atteinte de manière définitive à un de ses organes vitaux, ce n'est pas de la torture en vertu du droit international. Merci, bonsoir. En d'autres termes, si tu ne meurs pas ou on n'atteint pas ton organe vital, ce qui me semble être pas mal la même chose, mais peu importe, ce n'est pas de la torture. Et ils ont dit, OK, c'est parfait. Alors, et voilà, ils ont appliqué leur propre lecture du droit international, qui est une bouffonnerie sans nom. Tout le monde savait très bien que c'était faux, que c'était n'importe quoi. Donc, on arrive à quelle étape? On arrive à l'étape suivante. Le droit international, on s'en sert comme paravent quand ça fait notre affaire. Et quand on décide de ne pas s'en servir, ben on ne s'en sert pas et ça finit là. Et donc, et là, je rebondis sur ce que tu disais. Dépendamment de l'état des lieux à la suite des présents événements, j'ai un espoir qui est minime, qui est infiniment, qui est minuscule, à vrai dire. Il faut bien se rattacher à quelques espoirs dans la vie. C'est de dire que ce choc-là, qui est pour moi le choc de plusieurs autres aussi, puisse servir peut-être à une réflexion sur le droit international actuel, notamment la nécessité de sanctions, notamment la nécessité de pouvoir faire assurer son respect par une police internationale et non s'en remettre aux lois de la géopolitique qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, les lois du plus fort. Auquel cas, les lois du plus fort, l'État de droit va à l'encontre de ce principe-là. Mais est-ce que, je t'entends, mais est-ce qu'on ne parle pas d'une espèce de casque bleu, mais coercitif? Là? Est-ce que j'entends un genre de force coercitive? C'est quand même, ça viendrait un peu paradoxal par rapport à toute l'institution qui est, par exemple, l'ONU ou toute l'institution qui est... OK. Regarde, là j'imagine qu'on est entre amis aujourd'hui puis qu'il n'y a personne qui enregistre. Alors, de toute façon, même quand c'est enregistré, je le dis quand même et je le pense, c'est ça qui est le pire. Moi, l'ONU, j'y crois pas du tout. Je trouve que c'est une magnifique blague, essentiellement, et je raserais cette institution pour en faire quelque chose de sérieux. Et oui,
malheureusement, ça va prendre une police internationale pour faire. Est-ce que je suis en train de penser que ça va arriver? Non, je ne suis pas si utopiste que ça. Mais quelle est la solution autrement? Tu sais, par exemple, je fais juste un petit parallèle rapide, mais ça va exactement dans le même sens. Quand Bolsonaro au Brésil a décidé de faire mettre le feu à l'Amazonie, il y a 30 % de l'Amazonie qui constitue 30 % de l'oxygène planétaire qui aujourd'hui n'existe plus. Et il y a une portion appréciable de l'Amazonie qui, contrairement à il y a de ça 5-10 ans, émet plus de CO2 qu'il en absorbe. Or, à ce que je sache, l'Amazonie, oui, c'est situé en bonne partie au Brésil, mais ça n'appartient pas ou ça ne devrait pas appartenir au sens fort au Brésil, ça appartient à l'humanité. On parle des poumons planétaires. Or, Bolsonaro, quand il a foutu le feu là-dedans, ben, il n'y a pas personne qui a rien fait. Puis Justin s'est empressé d'aller essayer de lui serrer la main au G20 et ainsi de suite. Pourquoi? Ben, parce que c'est 300 millions d'habitants, puis l'économie, puis c'est ça. Or, si tu n'as pas une espèce de police internationale pour faire valoir des sanctions à des contraventions aux normes internationales, ben, ça ne prend pas la tête à Papineau, à mon sens, pour réaliser qu'on s'en va tout droit dans le train. Et là, évidemment, il y a la guerre en Ukraine. C'est loin de nous, c'est loin de ci, c'est loin de ça. Le réchauffement climatique, pas selon moi, mais selon tous les experts, incluant l'ONU, d'ici 2050, donc pas en 2050, mais d'ici 2050, on s'est déjà débuté, on prévoit, puis j'ai plus qu'un rapport là-dessus, on prévoit 220 millions, ça c'est 6-7 fois le Canada, 220 millions de réfugiés climatiques. Mais ils s'en vont où, ces gens-là? Et là, on va laisser ça aux bonnes volontés je veux dire, oublie ça, t'en sors pas. Donc, à mon avis, on est dans un cul-de-sac, sauf une réforme fondamentale des institutions internationales, notamment d'un point de vue écologique, ça va de soi, mais aussi en matière de droit de la guerre. Je trouve ça très intéressant ce que tu viens de mentionner parce que ça me ramène même au local, comme on parlait. Parce que, justement, tu mentionnais, mais à quoi sert le droit international si personne n'est là pour le défendre et le mettre en place? Et j'aurais le goût de te dire, revenons même cette fois-ci localement, lorsqu'on a un paquet de gens qui enfreignent un paquet de lois, notamment en installant des beaux jacuzzi, des beaux jeux pour enfants, en faisant une marqué, ça, hein? Tout ça devant le lieu où l'on légifère, est-ce que ça n'envoie pas exactement le message de, dans le fond, les lois ne sont pas faites pour tout le monde? Et encore une fois, est-ce qu'on ne répète pas le message de la loi du plus fort? Puis ici, c'est la loi du plus fort au sens premier, là, je veux dire, les gros bras, mais même la loi du plus fort électorale, parce qu'on s'entend que ça n'a pas été décrié par tous également, ce mouvement-là. Je parle évidemment du mouvement des camionneurs et de leur installation pendant des semaines dans la ville d'Ottawa. Il y a des politiciens qui ont bien aimé ça, donner des beignes et du café à nos amis les camionneurs. Donc, on critique peut-être effectivement comment est-ce qu'on peut appliquer très concrètement du droit international quand c'est entre pays, mais ne regarde pas un peu la poutre dans notre œil, comme on dit. Est-ce que nous-mêmes, on a cette problématique-là de venir dire que même quand tu t'en viens à nous mettre en place nos lois et donner des dents à nos propres lois, on est des fois un peu plus timide qu'on devrait l'être. Ben, tu fais bien de le souligner parce qu'effectivement, ça témoigne un peu de la faiblesse de mon argument. En fait, je ne sais pas si c'est de la faiblesse, mais dans le sens où je te dis, le droit international, tant qu'il n'y a pas de sanctions, ne sert à rien. Tu me réponds en disant, effectivement, mais en droit interne, et là on parle juste du Canada, on a nous-mêmes nos propres épisodes. Bon, ceci dit, je pense que ça reste quand même un cas d'espèce plus que la norme, mais c'est une bonne chose. Mais si on recule un brin, sortons du Canada 2 secondes, qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2021? On a eu un président sortant qui a lancé une attaque avec sa gang contre le Capitole. Des gardiens qui ont laissé rentrer, hein, parce que c'est connu, là, c'est ce que je vous dis là, pas tous les gardiens, mais plusieurs quand même, ont laissé rentrer leur chum et ainsi de suite. Bon, là, il y a eu quelques accusations ici et là, une couple de trucs, mais je te pose la question comme ça. Disons qu'au lieu de, si ça n'avait pas été 10 000 partisans de Trump avec la casquette Make America Great Again là, en beau rouge flashant, puis ça avait été 10 000 Noirs américains pour manifester contre la mort, pour l'assassinat, en fait, de George Floyd, qui essaie de rentrer au Capitole. Comment ça se serait fini, cette histoire-là? Je pense que même, elle a été posée, la question, à quelques reprises, parce que justement, on cherchait, mais comment c'est aussi facile de procéder comme ça? C'est parce qu'il y a une certaine, puis là, c'est là que ça fait encore un peu peur, cette certaine sympathie-là
de la police, parfois, de certaines forces armées, ou de venir dire, on comprend, mais ce ne sont pas des manifestants comme les autres. Est-ce que tu penses qu'on est dans cette situation-là aussi du côté des camionneurs? Ramenons ça aux camionneurs parce que je pense que l'analogie entre les deux est bonne, à mon sens. Puis là, j'ai dit des Afro-Américains, ça pourrait être des Autochtones, des féministes, qui tu veux. Ramène ça aux camionneurs, ramène ça au Canada. Écoute, ça a été démontré que parmi les organisateurs, il y avait des gens, en fait, ça a été organisé à la base par des gens d'extrême droite. Là. Ça, c'est la réalité. Et parmi ceux-ci, des anciens de la GRC, des anciens de l'armée. Alors déjà là, que la police flirte avec l'extrême droite, je généralise quand je dis la police, mais que ces policiers flirtent avec l'extrême droite, personnellement, je ne pense pas que je sois très à l'aise avec ça, première des choses. Et deuxième des affaires, l'une des raisons que je disais, oui, mais là, on ne peut pas trop les brusquer parce qu'ils sont armés. Hein? OK? Donc, quoi? Il suffit de rentrer avec des armes pour que vous les laissiez violer les autres lois. C'est ça essentiellement votre message. Et là, ce que je te dis ça, c'est même pas moi qui le paraphrase ou qui l'exagère. C'était le communiqué de la police d'Ottawa elle-même qui disait on ne va pas les arrêter, on ne veut pas de grabuge, on veut que ça se passe bien. Sous-entendu, parce que ça pourrait brasser. On a même parlé, je pense qu'on évoquait les armes des explosifs, on évoquait l'essence, juste l'essence, on évoquait le fait, il y a de l'essence, c'est dangereux. Oui, puis moi, j'ai même entendu, à quel point c'est vrai, je ne sais pas, mais un ancien de la SQ qui disait sur les ondes du 98.5, il avait l'air très crédible, très sérieux et rigoureux dans ses affirmations. Là, il disait que la police d'Ottawa, plus qui, je pense que la GRC était là aussi rendu là, sait très bien qui a des armes dans son truck. OK, donc quoi? Donc, on n'y va pas parce qu'ils ont des... Je veux dire, mais ça, tu sors encore du cadre de l'État de droit. Nécessairement, tu reviens, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, à la loi du plus fort au sens le plus testostérone du... Regarde, j'ai une mitraillette, fait que laissez-moi tranquille, je vais prendre mon jacuzzi devant le Parlement, puis venez pas m'achaler. Je veux dire, mais c'est complètement délirant. Et rajoute à ceci, parce qu'il y a un lien à faire avec l'international. Il y avait des camionneurs qui venaient des États-Unis, ça on le sait. Il y avait de l'argent qui venait des États-Unis, mais qu'il y avait de l'argent qui venait de la Russie aussi. Parce que ce bon vieux Poutine, on s'en rappelle, a été condamné de facto pour avoir donné un coup de main à son chum Trump. En fait, ce n'est pas son vrai chum, c'est plus sa marionnette. En 2016, il y a des rapports là-dessus, comme tel qui sont sortis, qui démontrent, puis ça, on n'a pas besoin de la tête à Papineau pour savoir ça, tout le monde est au courant, que Poutine cherche à déstabiliser les démocraties occidentales. Or, de contribuer à ce phénomène-là, c'était évidemment un petit cadeau qui n'était pas trop forçant, surtout sachant qu'Ottawa plaidait déjà en faveur de l'Ukraine à ce moment très précis, on s'en souvient, au point où GoFundMe a suspendu, en fait, a refusé de transférer les 9 millions aux organisateurs. Donc, a redonné l'argent à un puis à l'autre. Le reste, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En d'autres termes, est-ce que tout ça est inquiétant dans l'optique où on réalise que l'ensemble de l'opération est interconnecté avec d'autres trucs? Moi, personnellement, ça me fait peur, surtout, et là, je rejoins le point que tu as soulevé à la toute fin de ton allocution, en fait, ta dernière... tes derniers allégués sur le point que, sur l'affaire que Poilievre, tu ne l'as pas nommé, mais moi je vais le nommer, Pierre Poilievre, qui a surfé là-dessus. Il s'est même servi de ce qu'on pourrait appeler les hésitations de Renault Tool pour le faire sacrer dehors du caucus conservateur. O'Toole, s'est fait clairer, ça n'a pas été long. Pourquoi? Ah, ben regarde, il a mal géré l'affaire des camionneurs. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ben non, là, moi, je condamne la violence, je condamne ci, je condamne ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme, c'était pas un gros statement, là, on s'entend bien. Et Poilievre, comme par hasard, 3 minutes après qu'Auto soit parti, il y avait déjà une belle vidéo officielle de campagne, toute propre, préparée, d'à peu près X minutes, où là c'était du Trumpisme canadien, en veux-tu, en là, c'est le temps de retrouver notre liberté, le ci, le ça, puis pati, puis pata. Bref, ce gars-là, s'est servi du convoi des camionneurs. Moi, j'ai même des sources à l'interne qui m'ont dit que non seulement il s'en est servi, mais il était peut-être pas lui directement impliqué, mais sa gang était directement impliquée dans ce convoi-là. Tout a été réfléchi. Et regarde aujourd'hui les intentions de vote. Il passerait comme une balle chez les conservateurs qui sont, malheureusement, ça c'est de l'opinion, il y en a qui pourraient être d'accord, moi pas, qui sont l'alternative logique actuellement au gouvernement de Justin Trudeau. En d'autres termes, on a notre propre Trumpisme ici
qui a été encouragé par des événements du genre qui, franchement, sont assez désolants. Et par rapport aux mesures sanitaires, puis je finis là-dessus, tu sais, dans le fond, c'était quoi ces manifs-là? Ça allait de tout bord, de tout côté, mais on a eu la même affaire à Québec. Heureusement, ça s'est beaucoup mieux passé. Mais disant, on n'en veut plus de mesures sanitaires. Et comme par hasard, le gouvernement Legault a lâché du lest 3 minutes et demie après. Pourquoi? Parce qu'on voit du M grimper dans les sondages. Et bon, bref, en d'autres termes, tout ça est une roue qui tourne. Et comme je dis souvent à mes étudiants, on ne peut pas comprendre, à vrai dire, c'est impossible à mon sens, de comprendre la norme, de comprendre l'essence d'une norme et la portée d'une norme si on ne comprend pas l'univers sociopolitique dans lequel celle-ci s'inscrit. Mais c'est exactement là où j'allais t'amener parce qu'au bout du compte, ce qui est choquant souvent, je trouve, dans ces événements-là, c'est que c'est pas que ça a pris du temps, ça s'est mal organisé, finalement on a une réponse, c'est qu'à la fin, en fin de compte, c'est que le plus fort a obtenu ce qu'il voulait. Et il peut claironner qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Puis est-ce que c'est un peu, dans ce cadre-là, l'espèce de tragédie des gens de bonne vertu qui ferment les yeux en disant, mais nous, on ne veut pas avoir de mauvaises, des agissements qui pourraient être critiquables, donc on va simplement espérer, prier très fort que ça va se calmer par soi-même. Puis, est-ce que dans un contexte comme celui-là, je te la pose quand même la question, est-ce qu'une personne, justement, comme un Pierre Poilievre, qui lui se prétend disant, ben moi, je vais y aller je vais jouer un peu cette game-là de la loi du plus fort, puis moi, je vais leur répondre. Moi, en général, regardez comment moi, je vais répondre, parce que moi, je vais être le gars qui a des connexions des deux bords de la clôture, y compris devant les gens qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas vraiment réagi, mais moi, je vais être capable d'agir. En fait, je te pose cette question-là d'une part, et de deux, puis j'ose te la poser également. Est-ce qu'un Pierre Poilievre est potentiellement plus dangereux parce que plus léché, plus articulé, beaucoup plus charismatique qu'un Donald Trump qui arrive un peu, qui casse tout, mais qui casse tout en disant des âneries, puis ce ne sera pas facile de venir ridiculiser un Pierre Poilievre, comme on a pu ridiculiser un Donald Trump de l'extérieur. Est-ce que l'un est plus, entre guillemets, je mets en gros guillemets, dangereux que l'autre pour un état de droit, pour une espèce de retour comme on le mentionnait, à la loi du plus fort, moi, je vais être un tough? Okay, c'est deux excellentes questions. Pour la première, moi, à titre très personnel, j'ai comme quelques leitmotifs dans la vie. J'en ai pas des tonnes, mais j'en ai quelques-uns, puis j'en déroge rarement. Un de ceux-ci, c'est celui-là, c'est je ne prends personne en otage, mais je ne négocie pas avec des terroristes non plus. Or, c'est un peu ça qu'on a fait, négocier avec des terroristes, leur donner ce qu'ils ont voulu. Et or, ce que tu as décrit, en fait, c'est exactement ce qu'on parlait notamment l'année passée, c'est l'essence même du populisme. Hein, les Poilievres qui débarquent. Moi, là, je vais vous défendre contre l'ennemi parce que moi, je suis avec vous. Or, le bon populiste, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un ennemi imaginaire. Hein? Puis là, il va te le gosser, là, au propre et au figuré d'ailleurs, il va te le gosser dans le moindre détail. Voici ton ennemi imaginaire. Lui, là, c'est un méchant. Là. Et là, le méchant, ici, là, c'était rendu Trudeau qu'on a comparé à Hitler, des mesures sanitaires, ça, là, puis là, après ça, ça s'est venu à se mélanger avec un paquet d'autres histoires. On enlève vos libertés, on enlève vos libertés. Dictature, puis la Shoah. Tu sais, moi, à chaque fois que j'entends ça, je sursaute. Je ne peux pas croire qu'on soit rendu à pouvoir penser que la mort de millions de personnes puisse être comparée à ce qui s'est passé en matière de mesures sanitaires. Je trouve ça d'une méchanceté absolue face aux victimes de la Shoah, leurs proches et ainsi de suite. Mais bref, tout ça pour dire que ça, c'est du populisme. C'est prendre des gens en otage et agir en terroriste en disant « Voici l'ennemi, moi, je vais te défendre. » Tu sais, Donald Trump qui parlait aux Américains « Moi, je vais vous défendre contre Wall Street. » OK, vas-y, Donald, make America. Tu sais, Donald Trump qui te défend contre Wall Street, mais qui va croire ça? Et l'autre volet du populisme, malheureusement, c'est souvent l'aspect droit des minorités qui prend le bord parce que c'est facile de craquer des gens contre des minorités vulnérables. Ça, c'est la première réponse à ta question. D'autres termes, oui, c'est du populisme, oui, c'est dangereux, et oui, Poilievre joue ça à fond. Est-ce qu'il est lui-même ou il fait semblant? Je ne le connais pas, je ne le sais pas, mais j'ai l'impression que s'il fait semblant, il est drôlement investi dans son rôle à un point tel où il est rendu qu'il se croit, et ça commence à être dangereux parce que je ne pense pas qu'il va reculer, surtout s'il passe comme une balle à la chefferie conservatrice. Il va se dire, regarde, là, j'ai la légitimité pour faire ce que je veux faire.
par rapport à ton deuxième volet, moi, j'ai souvent dit, je ne sais pas à quel point j'ai eu raison ou tort, c'est à toi de me dire, mais moi, ce qui me faisait peur avec le Trumpisme, c'était pas Trump, c'était les suites. C'était la recette de livre trumpiste. Comment ça fonctionne? Comment être un bon petit populiste? Parce qu'on s'entend, tu l'as dit, lui, il a amené ça à un autre niveau, là. Grossier, vulgaire. Toutes les études démontraient qu'il mentait 7, 8, 10 fois par jour. Bing bang à grands coups de poing. Il parlait des États, par exemple, là ici, comme shithole, puis des trucs avec son Muslim ban où il a banni les musulmans du territoire américain en temps de séjour. Bref, des trucs absurdes, grotesques, violents, agressifs, misogyne, dégueulasse, mais ça a marché en bonne partie. Parce que si tu n'avais pas eu la COVID, c'est de valeur, mais c'est pas mal certain que Trump repassait. Et là, actuellement, en 2024, Biden, malheureusement, façon de parler, profite de ce qui se passe en Ukraine. Mais tout juste avant ça, Trump, il repassait encore comme une balle. En d'autres termes, moi, je ne l'écarte pas du tout. Mais au-delà de tout ça, c'est les petits que ça a fait, ça. Les Bolsonaro au Brésil, les Zemmour en France, qu'on compare à Trump, justement. La Hongrie, par exemple, je veux dire, il y a des petits de ça un peu partout à divers degrés, évidemment à divers niveaux, mais il n'y a pas pire populiste que celui qui n'a pas trop l'air populiste. Et dans ce cadre-là, là, je te rejoins, Poilievre a le même discours que Trump, mais il est plus propre. Il a l'air un peu le gars qui sort de la bibliothèque. Tu sais, ce gars-là, il est débarqué à 18 ans dans le Sceau, emprunté à son père. Il voulait faire de la politique. Depuis ce temps-là, il a choisi un peu ses voies. Or, la voie du Trumpisme, elle est absolument facile. C'est la voie du simpliste, c'est la voie de la solution toute simple à des enjeux ultra complexes. On a Éric Duhaime ici qui flirte avec le Trumpisme en quelque sorte, mais qui ne met pas les habits de Trump, qui a l'air un petit peu plus subtil, un peu à la Poilievre, mais en moins, comment je te dirais, en moins élégant peut-être dehors. Aujourd'hui, ben, regarde les intentions de vote pour un et pour l'autre. Je veux dire, on n'est plus dans la marge d'erreur, là. On ne rit plus, là. Je veux dire, c'est un phénomène croissant. S'il y avait une alternative au gouvernement de François Legault au Québec, ce serait, et de loin, les conservateurs de Duhaime qui sont à 24, alors que QS est à 17. Les libéraux sont à 16, si je ne me trompe pas, et le PQ est à 7, pratiquement tombé dans la marge d'erreur. Donc, en d'autres termes, ce sont des phénomènes qui gagnent en popularité déjà avant 2016, mais là, je te dirais que c'est pratiquement rendu une tendance absolument irréversible, probablement. Et justement, est-ce qu'il existe des contre-exemples? Et je pose la question vraiment tout haut parce que je n'ai pas en tête. Parce que quand on regarde en France, les candidats qu'on a, on a un Macron, mais les deux derrière, c'est Le Pen, puis c'est Zemmour. Puis on a une gauche qui est en déroute complètement avec, je ne sais pas, 15 partis différents qui se divisent les restes de la gauche. Même chose un peu du côté de, quand on regarde même que ce soit aux États-Unis ou même ici au Canada, on dirait que y a-t-il encore des défenseurs de l'État de droit, mais pas d'un État de droit en ce sens de la loi et l'ordre, qui est un aspect de la loi du plus fort. Vraiment, un État de droit de venir dire, ben, écoutez, quand on fait des règles, c'est parce qu'on veut les respecter, ces règles-là. C'est drôle, on voit récemment au Québec, on voit comme un gouvernement Legault qui fait, puis là, on parle on est vraiment loin de la violence, là, on parle d'Hydro-Québec, là. On parle de faire une loi où on dit, regardez, on va ajuster ça, ça va être maintenant, on passera plus, on n'analysera plus. Puis là, finalement, on se rend compte que moi, peut-être ça va donner un résultat qui n'a pas de sens. Puis c'est quoi la règle? Ah ben, autre chose, on donnera de l'argent, on va changer les choses. On est capable de. On dirait qu'il n'y a plus. On ne prend plus le temps de réfléchir, le droit de réfléchir le contexte légal dans lequel on met une population. Puis j'ai l'impression, c'est cette peur-là, si on n'a pas un héros qui vient remplacer ça, on dirait que le message qu'on a en population, c'est qu'il y a des lois, mais regardez, c'est pas la fin du monde, on pourra toujours réparer vos affaires si vous ne les suivez pas. Oui, puis le gouvernement Legault est complice de ça aussi, tu l'as dit, pour Hydro-Québec. Mais regarde, ils viennent d'autoriser des minières de garrocher quelque chose comme plusieurs, je pense que c'est l'équivalent d'une affaire de fou, là. 30 millions de 12 roues de déchets miniers dans les lacs québécois en contravention à toutes les lois qui existent. C'est pas rien, là. Je veux dire, c'est une violation claire, nette et précise. Après ça, les champions d'État de droit au Canada, tu sais, Justin, ça lui a pris 3 semaines
a pensé adopter la loi sur les mesures d'urgence. Je ne te dis pas que je suis un grand fan de cette loi-là, mais au final, compte tenu de ce qui s'était passé, est-ce qu'il y avait le choix? Je ne suis pas si sûr que ça. La police d'Ottawa, ça a été un fiasco total et qu'on se comprenne bien, je ne suis pas contre la liberté de ces gens-là de manifester. Ils ont ce droit-là, ça fait absolument aucun doute. Mais pas dans ces conditions-là, pas en hijackant la capitale nationale, en contrevenant à tout ce qui existe comme règlement municipal et autres. L'autre affaire, tu le disais, à l'étranger, ben oui, Macron puis Le Pen, tu fais 1+1, il approche le tiers des voix. Or, Zemmour a parlé de la déportation de 5 millions de Français. Voilà comme tu veux, là. Ça, c'est une idée qui est fascisante. Et je pèse mes mots. Déporter des gens du fait de leur origine, c'est fascisant. À un moment donné, il va falloir arrêter d'avoir peur des mots. C'est ça qu'ils veulent dire. C'est du fascisme. Et ces idées-là sont reçues par une proportion très inquiétante de Français, de vouloir bannir les prénoms étrangers. C'est spectaculaire. Après ça, tu regardes Orban en Hongrie. Là, ça va. Là, finalement, les Ukrainiens ont les bras ouverts, puis je suis content qu'on le fasse. Mais quand était le temps des réfugiés syriens qui, eux, ont eu 350 000 morts puis ont su les mêmes bombes de Poutine sur la gueule, bien, l'Europe ne voulait absolument rien savoir d'eux au point où la Hongrie d'Orban avait donné directive aux militaires de faire feu sur les réfugiés qui débarquaient sur les... Je veux dire, c'est pas drôle, là. On en est là. Ce sont des vrais exemples tout à fait récents. Rappelle-toi ce que Trump a fait avec les réfugiés du Honduras, même affaire, du Guatemala, même affaire. On a créé un mur avec le Mexique. En d'autres termes, ce ne sont pas, comment je te dirais, c'est pas anecdotique, puis c'est pas, ah oui, mais dans ce pays-là, on sait bien. Je suis désolé, mais moi, je pense que c'est clairement, Alexandre, une tendance qui s'est créée. Au début, on disait, ah, ben c'est un retour du balancier, bon, blablabla, parce qu'il y a eu un peu de gauche, à droite. Mais là, ce n'est plus un retour du balancier, c'est bien instauré. Et malheureusement, avec les médias sociaux qui contribuent très fortement à ce phénomène de désinformation, beaucoup plus que l'inverse, à mon sens, bien là, tu finis par voir des gens qui dénonçaient Trudeau comme étant le pire des dictateurs que la Terre a eu depuis Hitler, appuyer Poutine. Il faut être mélangé, pas juste un peu, là. Et justement, est-ce que la bienveillance a encore sa place en quelque part? Parce que là, on peut la critiquer, puis on la critique, mais on dirait que les politiciens doivent absolument avoir puis je vais le dire en anglais, des wedge politics, vraiment de la politique de division où non, ma gang va être contre votre gang et c'est comme ça que je vais gagner mes élections. Est-ce qu'on peut réussir à transcender ces lignes-là pour vraiment aller chercher une population qui va venir dire, regardez, ça va être au centre, puis j'aime ça que ce soit au centre. Est-ce qu'on est capable encore de faire ça ou au contraire, maintenant, ce qu'on va voir, ça va être des enjeux clivants qui vont, parce que c'est payant, parce que les gens, il n'y a pas aussi, je dirais, il n'y a rien d'aussi motivant que lorsqu'on vient dire j'ai un combat pour que mon idée gagne versus j'ai un combat juste pour que ça reste bien et qu'on aille bien. Il y a un des deux qui va être plus motivé que l'autre. Est-ce que ça va rester comme ça? Ta réflexion est vraiment non seulement très pertinente, mais surtout importante pour la suite des choses. Parce que la réponse à ta question, pour moi, ça va être de prédire d'un bord ou de l'autre ce qui va se produire. Ça, c'est la question. Je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre, mais mon réflexe, c'est le suivant. C'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de bonnes personnes que l'inverse. Par contre, il y a beaucoup plus de bonnes personnes qui aiment mieux, puis je dis ça au sens très large, là, qui aiment mieux faire d'autres choses, qui aiment mieux ne pas se faire écœurer, qui aiment mieux, puis je les comprends totalement, qui fuient les médias sociaux quand on tombe dans le débat, qui aiment, tu sais, alors que l'inverse n'est pas vrai. Les gens d'extrême droite, les complotistes, les conspirationnistes ont envahi ces médias sociaux-là, ont réussi, ont prospéré grâce à ces médias sociaux. Et pendant ce temps-là, on les regarde aller avec soit une certaine apathie ou un bof ou qu'est-ce que tu veux que je fasse, ou faire comme d'autres, comme Bocoté, disant non, ça n'existe pas, l'extrême droite, c'est un concept fantomatique. Et ce ne sont pas mes termes, ce sont les siens. Je ne lui prête pas d'intention. Je te redis une citation très précise de Bocoté qui dit que l'extrême droite en France, c'est un concept fantomatique. Ça n'existe pas alors que son chum Zemmour veut sacrer 5 millions de Français à la porte. Ça ne serait pas de l'extrême droite selon Bocoté. En d'autres termes, on banalise le discours. Hein, c'est pas compliqué. Si tu ne veux pas qu'il y ait d'extrême droite, tu as juste à dire qu'il n'y en a pas. Ah ben, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui est extrême droite?
ben, il n'y a rien. Je veux dire, si déporter des gens, ce n'est pas de l'extrême droite, ben, il n'y a rien qui peut être d'extrême droite, qu'on se comprenne bien. Donc, en d'autres termes, on laisse faire ces gens-là. Même, on invite Zemmour sur des plateaux, puis on fait des blagues, on les banalise. Duhem, je ne le compare pas à Zemmour quand même, mais tu as quand même invité 2 fois, tout le monde en parle en l'espace de quelques mois. Puis là, c'est une roue qui tourne parce que les médias, puis moi-même, je l'ai invité à mon show au métro dont tu parlais tout à l'heure. J'ai décidé de ne pas le diffuser par la suite parce que je ne veux pas contribuer à ce phénomène-là. Mais on est coincé. Il est populaire, on en parle. Et pourquoi il est populaire? Bien, parce qu'on en parle, puis là, c'est une roue qui tourne, puis on n'en sort pas. Mais pour revenir à ta question initiale, en fait, la dernière que tu as posée, qui est, je le répète, absolument névralgique, c'est quoi la suite? La bienveillance. Mais c'est parce que la bienveillance, est-ce qu'on peut être bienveillant avec quelqu'un qui promet la déportation de millions de personnes? Tu sais, c'est une idée fasciste, c'est ça que c'est. Fait qu'on va faire des blagues en disant hey, hey, ouais, pétain, ha, ha, ha. C'est parce que c'est pas drôle. C'est juste, c'est vraiment pas drôle. Puis il n'y a pas sa place sur ces plateaux-là. Scram. Même chose pour l'autre gang de Wabo. Je veux dire, ces gens-là, ce sont des cancers. Et ben, ils ont réussi à banaliser un peu leur discours, leur impact, au point où on finit par penser qu'il n'y a jamais rien de grave. Puis, tu sais, je veux dire, Duhem est dans la gang des, je ne sais pas moi, des Samuel Grenier qui comparaient la vaccination à des abattoirs, ici et ça. Je veux dire, c'est ça, là, Duhem qui proposait de faire en sorte qu'il y ait qu'un rapport d'impôt soit, que quiconque payait ses impôts ait le droit de vote, puis les autres, tu n'as pas le droit de voter. C'est des idées ségrégationnistes, ça, là. C'est-à-dire, ben, ce que tu veux, ça, c'était dans le temps. Peut-être qu'ils ne pensent plus ça aujourd'hui, mais je veux dire, pense-y, penses-tu que Duhem, il y a 20 ans, aurait pu même penser faire une carrière politique? Je veux dire, c'est absolument... Il compare la culture du viol à un vol de char. Ah, ben c'est de la radio, hein? C'était drôle. Ben non, c'est pas drôle. Tu sais, à un moment donné, un micro, ça vient avec une responsabilité. Puis, tu en es rendu, à mon sens, et là, je parle très globalement, puis on s'entend bien qu'il y a des niveaux importants. Un commentaire épais d'Éric Duhem, c'est pas comme une proposition de déporter des gens, on s'entend bien. Mais reste que la banalisation de ce discours outrancier, et puis là, je vais reprendre des propos d'Anna Arendt, ben, on a banalisé tout ça pour faire en sorte que ça fait partie du paysage politique. Et puis, à un moment donné, ben, il n'y a plus de valeur morale à rien. Tout s'égalise au final. Puis là, Duhem, il est cool. Finalement, c'est peut-être à son tour. Il me semble que ça ferait changement versus des Nadeau-Dubois, des Anglades qui se cassent en deux pour essayer d'apporter des politiques publiques sérieuses. Et là, tout ce que je te dis là, à l'échelle québécoise, c'est microscopique en termes de gravité versus ce qui peut se passer ailleurs. Et puis, c'est ça que j'essaie de trouver comme un point positif que je veux ressortir. J'aimerais qu'on t'invite quelqu'un d'autre. Mais j'essaie de regarder, est-ce que justement là, la solution n'était pas qu'on voit mener de nos yeux vus des dommages qui vont être causés? Est-ce qu'on a besoin de se faire donner une leçon comme population, puis là, je veux pas, ça sonne très moralisateur la manière que je le mentionne, mais est-ce qu'on aurait besoin de savoir comment regarder, c'était peut-être pas des bonnes solutions? Parce qu'on dirait que tant que, c'est un peu le jeu de l'opposition, puis le jeu des partis qui ne peuvent pas ou ne prendront vraisemblablement pas le pouvoir, de proposer des choses qui ont plus ou moins de sens. Puis à un moment donné, est-ce que ça ne nous prendrait pas, puis comment qu'on contrôle même ça, une courte période de quelqu'un qui va prendre des mauvaises décisions pour nous dire que c'est important. Le fait de venir dire que le cadre juridique qu'on se donne, le cadre légal qu'on se donne, le cadre moral qu'on se donne, c'est un cadre qui est important. Et regarder la conséquence. Parce que telles expériences, en guillemets, traumatiques ou négatives, est-ce qu'on aurait besoin d'une expérience récente négative de venir dire comme, oh oui, c'est vrai, quelqu'un d'autre? Ben, encore là, c'est pertinent ce que tu dis là, mais tu vois, malheureusement, je vais casser ton espoir d'avoir de l'espoir et je m'explique pourquoi, puis tu en jugeras peut-être que c'est moi qui ai rendu trop pessimiste, mais en tout cas, tu évalueras par toi-même, mais dans l'histoire de l'humanité, on s'entend au Moyen-Âge, ce n'était pas si sympathique que ça dans bien des cas. Hein? Il y en a eu des crises là, énormes et sérieuses. Par contre, là, la grande crise sur laquelle on fait face, puis on en parle moins depuis la pandémie, puis moins depuis l'Ukraine, puis c'est tout à fait normal, c'est la crise climatique. Dans l'histoire de l'humanité, c'était des crises passagères de X contre Y, puis il y a ci, puis il y a ça, problèmes sociaux, mais la planète tenait le coup. À la limite,
On s'est garoché des bombes nucléaires par la tête à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, on s'en est remis, entre guillemets, avec évidemment certains traumatismes quand on a découvert Auschwitz, Dachau et compagnie. On a créé une espèce de régime, un paradigme de droit international qui ne vaut pas grand-chose à mon sens, mais le symbole était quand même là. Or, on a pu faire ça parce que la Terre collaborait. Là, la Terre, elle ne collabore plus, puis elle a raison de ne plus collaborer parce qu'on l'a scrappé. Et donc, si les chiffres dont je te parle sont justes, puis qu'il y a 220 millions de réfugiés climatiques, puis c'est déjà commencé, là, la game a changé, à mon sens, complètement. Là. Pourquoi? Parce que si tu avais un gouvernement, disons, mondial, pour ce que ça veut dire, qui essaie de gérer cet enjeu-là de bonne foi, droit des minorités, tout le tralala, là, je te dirais, OK, on est peut-être ailleurs. Mais là, le problème, c'est que ça fait juste accentuer le populisme, le repli sur soi, l'extrême droite. Restez chez vous, arrangez-vous. Et plus ça va aller, plus cette roue-là va tourner vite parce qu'un alimente l'autre, nécessairement. C'est ça le grand danger, à mon avis, c'est que, tu sais, puis j'entends ce que tu me dis, puis le pire, c'est que j'étais d'accord, même quand je parlais de l'Ukraine, je dis, si la catastrophe est assez grande, on ne le souhaite pas, c'est un paradoxe, mais si elle l'était, peut-être que ça nous réveillerait un peu, puis on se dirait, OK, il faut métamorphoser les institutions et tout ça. Mais ça pouvait se faire à l'époque, ça pouvait se faire en 1945, parce qu'on avait le luxe du temps, en quelque sorte, le temps de se remettre sur nos pieds, le temps de recréer ces institutions-là. Aujourd'hui, la Terre a décidé qu'elle en avait son casse. Puis encore hier ou avant-hier, mon chum Landry, Marc-André, que tu connais bien, qui m'envoie souvent des trucs, encore une fois, l'Antarctique a dégelé encore plus vite que l'année d'avant, et ainsi de suite. En d'autres termes, ce mouvement-là, si on atteint le point de bascule, devient irréversible. Donc, il va falloir reformater tout notre droit, qu'il soit interne, international, bref, les États de droit, à la lumière de ce nouvel enjeu-là. Et ça, franchement, je te dirais que ça outrepasse tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais justement, et ça, c'est très intéressant parce que l'enjeu de l'environnement, est-ce qu'on ne se trouve pas au cœur, j'allais dire, du titre même de notre conférence, où là, on a État de droit et liberté individuelle? Parce que là, on est vraiment pour, je pense, et je crois que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, pour réussir à traiter correctement de l'enjeu environnemental ou de la menace environnementale, en fait, dans ce sens-là, ça va nous prendre des lois coercitives qui vont dealer avec la majorité. Mais on est dans une époque où, justement, chaque personne a ses droits individuels qu'il veut soulever pour venir dire non, 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 là, attends, tu ne pourras pas m'imposer ça. Moi, je décide de faire autre chose. Selon moi, ce n'est pas la bonne solution pour aider l'environnement. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver, justement, dans ce même débat-là? Et comment on fait pour convaincre ces gens-là, les individualistes, puis les gens qu'on protège également, puis à bon droit avec les chartes, avec les différents droits pour limiter le législateur dans ses actions? Est-ce que là, on va avoir l'espèce de pot après la fleur où on se félicite d'avoir des constitutions, on se félicite d'avoir des choses qu'on ne peut pas imposer rien à des minorités, on peut pas imposer. Mais là, soudainement, comme dans une urgence comme on l'a en ce moment, est-ce que l'on pourrait imposer certaines choses? Est-ce que, là je parle peut-être au constitutionnalisme, mais est-ce qu'on serait vraiment dans une urgence qui requérait le fait comme, d'accord, oui, on passe outre à certains droits qu'on donne aux gens, mais regardez, l'urgence climatique est une urgence qui nécessite une action. Est-ce qu'on s'est rendu, puis encore une fois, là, on parle juste pour parler parce que ça n'a pas été du tout testé, mais est-ce qu'on pourrait avoir un appétit à mener des tribunaux de venir dire ah oui, effectivement, l'urgence climatique va faire en sorte qu'effectivement, cette loi-là qui impose certaines choses aux gens, on va l'accepter. On a vu récemment le recours collectif, un peu par principe, qui avait été fait par les jeunes. Je crois que c'était Daniel Turp, d'ailleurs, qui les aidait, qui s'était rendu en appel. Et finalement, ils n'ont pas pu obtenir, évidemment, leur recours collectif. Mais c'était intéressant de le voir, ce processus, mais qui tente après ça de faire valoir certains droits individuels. Est-ce qu'on est rendu là, justement, où on a cette part-là, il faut qu'on trouve un équilibre, ou au contraire, là, on a perdu l'équilibre, il faut arrêter de voir juste les droits individuels? Est-ce qu'on est rendu trop loin? Ben, écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'en 2018, moi, je m'intéressais pas mal, je m'intéresse encore à ça, à ces questions-là. Et la Cour d'appel des Pays-Bas a rendu une décision exactement dans le sens que tu soulèves. Donc, je m'étais rendu aux Pays-Bas pour discuter avec des universitaires là-bas pour qu'ils m'expliquent un peu. Fait que je suis allé à l'université de Leeds, puis bon, en tout cas, c'était vraiment d'une ironie totale parce qu'en plein milieu de notre rencontre, je reçois un message, un article de la presse, je n'ai plus un ami qui m'envoie ça,
Et là, j'apprends qu'un groupe de jeunes avait déposé une demande de recours collectif, d'action collective contre le gouvernement fédéral. Et là, je le dis en tout respect parce que je connais ceux qui l'ont fait. Puis je leur ai écrit, je dis, je peux me mêler de mes affaires, mais je ne pense pas que vous avez pris le bon recours, malheureusement. Ce n'est pas une question de fric, là. Puis de ramener ça, les jeunes, ça va être pire que les moins jeunes. Puis, bon, pour moi, c'était pas mal voué à l'échec. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Donc, je pense qu'il aurait fallu faire, puis il n'est pas trop tard pour le faire. C'est un recours en jugement déclaratoire en vertu de l'article 7 de la Charte canadienne pour amener le volet environnemental à être ajouté au droit à la sécurité physique et psychologique. Et là, évidemment, ça serait mieux si c'est la formule du 750, hein, 7 provinces qui représentent minimum 50 % de la population canadienne pour amender la Charte. Mais ça prendrait une volonté politique que je ne vois pas du tout, parce qu'on s'entend bien que si tu as cette disposition-là, là, on passe à d'autres choses. Or, si je fais lien avec ce que j'ai vu aux Pays-Bas, j'avais appris des choses vraiment intéressantes là-bas. Plus que les Pays-Bas, hein. Par ailleurs, il y a d'autres pays, notamment la Nouvelle-Zélande, la Norvège. Bref, mais ce qui m'avait épaté, et ça va répondre un peu à ta question par la bande, c'est que la Cour d'appel des Pays-Bas n'avait pas rendu une décision en vertu du droit interne. Elle avait plutôt rendu une décision en vertu du droit européen auquel avaient souscrit les Pays-Bas, à vrai dire. Et tu sais sur quoi? Ce n'est pas sur le droit à l'environnement ou trucs comme ça. C'était sur une affaire qui touchait les droits de l'enfant. Le droit à la vie privée et les droits de l'enfant, si je ne fais pas erreur. Ça fait une couple d'années, là, mais je suis pas mal certain de mon coup. Dans les deux cas, droit de la vie privée, droit de l'enfant. Et le raisonnement de la Cour, écoute, on en a vu des moins tirés par les cheveux, là, c'était qu'avec le réchauffement climatique, les gens vont être obligés de se réfugier, ce qui va amener les gouvernements à fouiller leur vie privée sur la question des données personnelles et tout, puis les enfants vont peut-être être barouettés de... Écoute, honnêtement, je dis bien franchement, en tout respect, je ne pense pas que c'est une bien bonne décision d'un point de vue rhétorique, c'est même assez épouvantable, mais ça démontre une espèce de cri du cœur et on se dit qu'il faut faire quelque chose. Et la Cour d'appel des Pays-Bas a forcé le gouvernement néerlandais à prendre des mesures pour respecter l'accord de Paris. Donc, est-ce qu'on est loin encore de la coupe aux lèvres? Évidemment, mais tout ça pour te dire que personnellement, moi, je ne fais pas confiance aux politiciens pour régler la crise climatique. On leur a assez fait confiance. Encore ces dernières années, tu vois le gouvernement Trudeau qui retarde le blocage de forage dans l'Atlantique. Pourquoi? Parce qu'on veut laisser le temps de convaincre des ministres plus verts, essentiellement. Ce que fait Stephen Guilbeault depuis est là, zéro puis une barre, soyons sérieux. Et le gouvernement libéral de Trudeau, l'année dernière, a subventionné jusqu'à hauteur de, je ne veux pas dire de conneries, mais on est dans les milliards, je pense que c'est 2,9 ou 4, peu importe, a subventionné l'industrie pétrolière, des subventions là, à coût de milliards, pas 100 milliards, mais quand même à coût de milliards. C'est ça, il en a fait davantage pour les pétrolières en termes de subventions que le faisait le gouvernement Harper à l'époque. Ça, c'est Justin là, qui se promène en kayak la journée de la Terre, ah, puis c'est beau la planète, ça, c'est le même gars qui a acheté un pipeline avec notre argent, on s'en souvient, alors qu'au Canada, il existe, à l'heure actuelle, selon les rapports, environ 100 milliards de dollars en économie verte non exploitée. En d'autres termes, ce n'est pas qu'il n'y a pas des alternatives. Ils sont là, ils nous sautent d'en face. Il y a de la géothermie en Saskatchewan. Ils ont utilisé des anciennes pétrolières. Il y a toutes sortes de mesures. Mais évidemment, on dit, ah ben non, on aime mieux acheter notre pétrole qu'acheter le pétrole de l'Arabie saoudite. C'est sûr, je comprends l'idée du Made in Canada, mais du pétrole de l'Arabie saoudite ou du pétrole canadien, on ne va pas s'obstiner à quel point à savoir il est beaucoup plus propre. La réalité, c'est qu'on devrait s'en aller tout de suite dans ces énergies-là. Or, les politiciens ne le font pas. Ici, à Québec, c'est à peu près la même affaire. Il y a GNL, mais ça, c'est parce que c'était une vraie catastrophe. Le reste, le gouvernement Legault essaie de nous faire croire que le troisième lien, c'est un programme de développement durable. Tu sais, entre ça, puis nous prendre pour des imbéciles, je ne vois pas la différence. Le truc des minières tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Or, est-ce que je fais confiance aux politiciens? Non, pas du tout. Je ferai confiance aux tribunaux davantage. Encore est-il qu'il n'y a pas de droit à la sécurité environnementale, sauf une mention dans la Charte québécoise pour dire que tu as le droit à l'environnement, sauf dans la mesure prévue par les autres lois. Aussi bien dire que ça n'existe pas. Donc, ça prendrait quelque chose de coercitif, encore une fois,
Mais là, tu en appelles à un changement de paradigme. Parce qu'à toutes les fois qu'il y aura un nouveau projet du genre, par exemple, GNL, le forage en question, l'achat du pipeline ou ce que tu veux, bien, clairement qu'il y aura des groupes, à très juste titre, qui porteront l'affaire devant les tribunaux et il y aura une question à savoir, moi, comme juge, est-ce que je suis légitimé de? Donc, est-ce que ça va être les politiciens qui vont eux-mêmes attacher la corde à l'article 7 pour se pendre? Je ne crois pas. Mais est-ce que les tribunaux pourraient le faire par l'entremise d'un jugement déclaratoire, ce qu'ils ont déjà fait de toute façon dans d'autres cas? Moi, je pense que c'est la seule alternative valable au final. Si ça... Et je vais dire en toute candeur, ça va démontrer qu'on n'était pas préparé. Je ne m'attendais pas. Je trouve ça très intéressant, cet aspect-là de l'article 7. Est-ce que, et je te le demande encore très candidement, est-ce que ça a eu une traction? Il y a une traction, je dirais, ailleurs qu'ici? Est-ce qu'on en parle ailleurs dans les autres provinces? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est une idée que tu as évoquée ou est-ce que tu en as entendu peut-être ailleurs? Hein? Bien, j'ose croire que je ne suis pas seul à avoir pensé à ça, mais je n'ai pas vu l'idée circuler. Moi, quand j'étais allé aux Pays-Bas, justement, je pensais bien que j'aurais pu fouiller sur Internet, là, puis je me serais débrouillé, mais je voulais vraiment avoir le pouls de ceux que j'ai rencontrés, des universitaires qui avaient poussé ce mouvement-là là-bas. Et eux, ils ne l'ont pas fait en vertu, je me répète, du droit interne, mais en vertu du droit européen, chose qu'on n'a pas ici. Il n'y a pas deux paliers. Donc, non, moi, tout ce que je vois, c'est ça. Puis peut-être, j'ose croire que d'autres ont eu cette idée-là aussi. C'est sûr que c'est un long shot, évidemment, mais ça me semble être, et je le dis avec respect pour ceux qui ont poussé le recours collectif, ça me semble être quand même être un moins grand long shot qu'aller réclamer des milliards en termes de fric. Parce que quand même que le gouvernement Trudeau signe un chèque à tous ces jeunes-là, ce qui va se passer après, ça continue. Donc, l'idée, c'est plutôt de faire en sorte qu'on puisse s'assurer que le droit à la sécurité environnementale soit constitutionnalisé, qui amènerait une évaluation judiciaire de tous ces projets-là. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un long shot aussi, parce que probablement que les tribunaux vont dire wow, minute, là. Est-ce que je vais devoir, moi, jouer le rôle du BAP à chaque fois que quelqu'un va débarquer avec. Probablement que non, mais en d'autres. Par contre, c'est quoi l'alternative à ça? Est-ce que on continue comme ça puis tout va bien? Mais en fait, la question que là, je vais te le poser également parce que je trouve que c'est une idée qui est très intéressante. Mais là, je t'amène sur un dossier où tu es impliqué, donc je ne te demanderai pas de commenter directement le dossier, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver dans une même situation où un gouvernement utiliserait une clause de non-obstant ou une clause qui viendrait justement de dire regardez, oui, j'en ai pris connaissance, je vais payer le prix politique d'aller à l'encontre. Exactement, parce que c'est exactement. C'est normalement, lorsque la Constitution avait été faite, c'est vraiment ce qui était les policiers n'oseront pas payer ce prix politique-là d'aller à l'encontre d'un document fondateur comme celui-là. Puis là, on se rend compte que finalement, il commence à en avoir à moins, des prix politiques là, à l'utilisation de ça. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas tout ce travail-là un jour pour se retrouver dans une situation où finalement, on revient encore à la loi du plus fort de comme, oh, oui, le droit, mais moi, je me sens assez fort pour venir dire que ça ne me dérangera pas et j'ai la population derrière moi qui, elle, veut protéger ses droits individuels. Ben, écoute, tu l'as dit, là, le truc, pour ceux qui ne savent pas, on parle de la loi 21. Puis je ne m'en cache pas, j'ai pas de. Puis quand je fais des médias, je mets le disclaimer là, parce que j'ai une job dans les médias. Je le fais. C'est moi qui plaide la révision de la dérogatoire précisément pour les motifs que tu as soulevés. Parce qu'il y a eu un changement de paradigme du fait du populisme occidental. À l'époque, soyons honnêtes, on voyait la dérogatoire comme amenant un coût politique souvent énorme que plusieurs n'osaient tout simplement pas payer. Hein? On sait que le fédéral n'a jamais utilisé de sa vie, la dérogatoire, la plupart des autres provinces non plus. Or, aujourd'hui, c'est un peu ce que j'essaie de faire. De toute façon, c'est public, c'est dans la décision de première instance, c'est dans mon mémoire, je veux dire, il n'y a pas de cachette là. C'est de dire, plus un prix politique qui est à payer, c'est une récompense politique. Pourquoi? Parce que tu utilises la dérogatoire quand tu sais qu'une majorité, notamment de ton électorat, est en faveur de la mesure en question. Qui est le dernier gouvernement qui a payé le prix d'usage d'une dérogatoire? Ça n'existe pas, là. Il n'y en a pas. Au contraire, dans le cas de la loi 21, dans ce cas-ci, je te fais le pari que le gouvernement Legault, que la CAQ va te miser ça
à fond la caisse pendant la prochaine campagne électorale. Pourquoi? Bien, parce que c'est payant électoralement parlant. C'est moins payant que ça l'était il y a 2 ans, mais reste encore qu'une majorité, puis c'est correct, ça fait partie du débat démocratique, est en faveur de la loi en question. Et je vais te rattacher ça avec un autre élément. Quand tu disais tout à l'heure, qui sont les défenseurs de l'État de droit, des droits des minorités de façon générale, mais tu vois, quand je te disais que les gens de bonne foi se taisent alors que les autres font du tapage, bien, je ne suis pas en train de dire, je ne veux pas rentrer dans un monde manichéen, il y a les bons et les méchants, mais par exemple, Québec solidaire, qui était contre la loi 21, a décidé qu'elle ne parlerait plus de la loi 21 jusqu'au prochain scrutin. Donc, même ceux qui sont par principe contre, puis là, la question, ce n'est pas de savoir es-tu pour ou contre la loi 21, à la limite, on s'en fout. La question, c'est de savoir pourquoi QS a décidé ça, parce qu'elle se dit, bien, électoralement parlant, ça va me coûter cher d'aller défendre, d'aller attaquer la loi 21, donc j'aime mieux ne pas en parler du tout. Or, toi, si tu fais partie de la minorité visée, tu te dis, OK, puis moi, là, mon alternative politique, elle est où? Bien, elle n'existe plus. Pourquoi? Bien, parce que des gens qui avaient par principe de défendre, d'attaquer cette loi-là ont décidé de ne plus le faire. En d'autres termes, c'est encore la même roue qui tourne. Et je le répète pour que ce soit très clair, je n'associe pas la loi 21 à quoi que ce soit qu'on a dit depuis le début. Tout est une question de degré, là, on s'entend bien. Tout ce que je dis en rapport à ça, c'est quand il y a une force de traction, de ça, c'est bon, ça, c'est une loi québécoise, ça, c'est pas une loi québécoise. Oups, c'est quoi les sondages? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'à l'époque, ce sont les sondages qui déterminent la posture de chaque parti politique. Et ça, c'est franchement dommage parce que si tu dis sondage, tu dis majorité. Et si tu dis majorité, bien souvent, c'est les droits des minorités qui passent dans le tordeur. Et est-ce que justement, dans ce cadre-là, est-ce que l'environnement subirait un peu un sort un peu semblable dans un cadre comme celui-là? Est-ce qu'on serait dans une position où justement, ça serait de venir dire, voulez-vous prendre, oui, ce gouvernement-là qui va vous limiter dans votre consommation, généralement, versus moi, je vais vous permettre de l'acheter, votre char. Ouais. C'est exactement ça. La hausse des prix de l'essence, baisser la taxe à TVQ. T'es malade, il ne faut pas baisser la taxe à... Non, c'est... Puis là, tu vas me dire, ah oui, mais là, c'est facile. Bon, toi, tu es dans une position peut-être plus privilégiée, puis peut-être, mais c'est parce que là, on ne peut pas penser résoudre les enjeux environnementaux à travers nos paradigmes nombrilistes de moi. Je veux dire, on n'en sort pas. Et ça, c'est démontré. Hein, cet enjeu-là sur l'environnement a été, je te dirais, fraudé en bonne partie par la mécanique de plusieurs multinationales et leur propagande de nous dire ben, c'est de ta faute, c'est de ta faute. En d'autres termes, on se dit ah, ben, OK, ben, moi, je vais m'acheter un Bixi, je vais faire du recyclage, puis bon, je comprends, là, mais quand même qu'on se mette tous à faire du Bixi puis du recyclage, l'enjeu va être réglé peut-être de 4 écart, on s'entend. Ça prend des mesures coercitives pour obliger le biocarburant dans les avions, pour obliger les multinationales à se conformer à telle règle. Or, on a trouvé une manière de culpabiliser l'individu au point tel où si moi, je prends l'avion, on dit « Ah oui, c'est ça, hein? Tu prends l'avion, mais tu nous écœures avec l'environnement, tu n'es pas crédible, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. » Mais je comprends, mais c'est quand même pas à moi de changer ça à moi tout seul. Et même si tout le monde faisait ce que, je veux dire, ça ne fonctionnerait pas. Ça prend des normes précises pour viser les principaux intéressés. Donc, il faut ramener le discours, en mon sens, à cet effet-là. Et c'est là que tu as raison. Parce que ce que je viens de te dire là et ce que tu as dit, il y a une convergence très claire. Tu dis, moi, je ne veux pas, je comprends, il n'y a personne qui va voter pour un parti qui promet de snapper 50 de son confort vital. T'sais, en temps normal, là, on n'est pas dans cette mécanique-là. Or, la réalité, c'est comment on réussit à s'extirper de cette espèce de paradigme-là. Bien là, ça, c'est la question qui coûte cher. Or, je pense qu'il faut ramener le discours aux bonnes places. Ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de, au lieu de financer l'industrie pétrolière, on ne la subventionne plus, qu'elle aille au diable, puis on va s'arranger avec la géothermie, puis on va s'arranger avec les... Puis on va s'arranger... Mais ça prend un certain leadership. Mais tu vois, c'est le genre de discours qui, encore une fois, n'est pas très populaire. Tu sais, Québec solidaire essaie, là, lance quelques lignes. Les libéraux ont essayé aussi leur truc d'hydrogène et tout le tralala, un programme de 100 milliards, justement, ça c'est autre chose, mais quand même, écoute, je ne sais pas si les médias en ont parlé 1 minute et quart. Vraiment. Mais quand Duhem arrive avec une nouvelle niaiserie, ça par exemple, puis là, c'est une roue qui tourne. Pourquoi on en parle? Parce qu'il est populaire. Pourquoi il est populaire? Parce que tout le monde en parle. Puis bref, ça finit plus.
j'aimerais ça, puis je tente de terminer sur peut-être une note un peu sur l'aspect positif, en ce sens que, et là où je le vois, c'est il reste quand même des gens qui questionnent ça. Il reste quand même, on a cette discussion-là, on vient d'avoir une discussion sur, justement, d'une heure où on se pose ces questions-là. Et est-ce que c'est à force de questionnement plutôt que d'attaque qu'on va finir par confondre un peu les gens qui sont à la tête et qui tentent d'avoir des versions plus simplistes ou des réponses plus simplistes? Est-ce que l'on peut poser des questions simples à laquelle il faut absolument donner une réponse simple sans qu'on se fasse embourber par la réponse? Parce qu'au bout du compte, c'est souvent comme ça qu'on réussit à se faire sortir en disant la question, non, la question est beaucoup plus complexe. Pensez-vous même pas à cette question-là. Moi, je n'ai que des réponses simples et ce ne sera pas des réponses à cette question-là qui est trop complexe. Est-ce que c'est à force de questionnement? Est-ce qu'on peut penser qu'à force d'avoir ou de toucher ou de parler avec différentes personnes et de questionner plutôt que d'attaquer, on peut réussir à confondre les leaders? Bien, tu vois, moi, je dis souvent à mes étudiants que j'ai plus beaucoup de temps là, pour enseigner depuis 2-3 ans, puis je le fais parce que je continue. J'aime ça encore, mais je le fais surtout parce que je crois à la chose suivante. Peut-être à tort, remarque bien, peut-être à raison. Je leur dis souvent, est-ce que, et je m'inclus là-dedans, est-ce qu'on en fait assez pour renverser la tendance actuelle? Est-ce qu'on s'engage suffisamment dans l'espace public au sens très, très large du terme? Toi, tu es plus jeune que moi, mais moi, à l'époque, quand j'étais à la fac, les médias sociaux, ça n'existait pas. Fait que si tu voulais être publié là, dans la presse, ben, tu envoyais une petite enveloppe, puis tu posais tes doigts, puis ça marchait ou ça ne marchait pas la plupart du temps, puis c'est tout. Aujourd'hui, tout le monde a accès à un Facebook, à un Twitter, un Instagram et je ne sais quoi. Tout le monde peut influencer le débat positivement. Tout le monde peut faire connaître de l'information pertinente. Tout le monde peut, puis je le dis souvent, puisque vous étudiez en droit, à tort ou à raison, encore une fois, mais des gens vous accordent de la crédibilité, mon oncle, ma tante, cousin, d'expliquer. Puis là, on est rendu dans des enjeux ultra, méga catastrophiques peut-être, mais avant ça, par exemple, la présomption d'innocence, qui a son importance encore, d'expliquer, je ne sais pas moi, ce qui s'est passé dans l'affaire de Guy Turcotte et autres, d'expliquer les règles, parce que parfois, c'est juste ça, c'est une question de méconnaissance, parce que nous sommes privilégiés d'avoir pu étudier ces affaires-là, d'autres qui aimeraient, mais qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas eu les moyens, peu importe la raison. Bref, on a un job à faire d'engagement public pour contribuer à cet effort d'information dans un premier temps. Si on ne le fait pas, et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on le fait assez, on arrive à quoi? Bien, on arrive à faire en sorte qu'on laisse toute la place et que ce soit par notre confort personnel ou par pure apathie ou parce que c'est juste trop de trouble, puis on n'a pas le goût de chicaner, puis on n'a pas le goût de se faire écœurer, puis on sait que ces médias sociaux, de discuter intelligemment, comme tu disais, c'est vraiment pas évident. Ben là, ça fait quoi? Ça fait en sorte que les truckers, là, on avait l'impression qu'il était 4 millions à Ottawa. Ben, la plus grosse journée, je pense qu'il était 400. Tu sais, 400 trucks à travers le Canada plus les États-Unis, c'est quand même pas la mer à boire. Mais le grabuge, genre, ils sont organisés sur les médias sociaux, le ci, le ça. Puis il y en a plusieurs, je pense que la majorité les regardait en disant c'est quoi cette affaire-là? Mais tu n'oses pas trop parce que, bof, c'est du trouble, puis ben oui, mais c'est pas grave, puis blablabla. Puis ça, à la limite, peut-être qu'effectivement, c'était pas grave. Mais il y a d'autres choses, comme par exemple la prise du Capitole par un président sortant. Ça, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôlement grave, sachant que ce gars-là revient aujourd'hui ou demain matin avec toutes les chances de succès. Puis il y en a plusieurs dans sa gang qui pensent qu'il s'est fait voler l'élection. D'autres termes, on est en train de réappliquer les patterns de la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça, c'est pas moi qui dis, c'est les Arendt qui avaient tout collé ça, Chomsky aujourd'hui et d'autres contemporains. On réapplique ces mêmes patterns-là. On laisse la place aux gens de mauvaise foi, on laisse la place aux menteurs, on laisse la place aux dictateurs en puissance, parce qu'on se dit, ben, soit que ce n'est pas très grave, ou soit qu'on se sent un peu impuissant et démuni. Or, s'il y a un espoir, parce que je vais finir sur une note d'espoir, parce que je t'aime bien, ben, c'est celui-ci, c'est de dire, est-ce que j'en fais, moi, assez? Est-ce que ça vaut... C'est pas le fun de jaser avec des complotistes, c'est pas nécessairement agréable non plus tout le temps, mais c'est parce que pas tout le monde qui est cave. Il y a beaucoup plus de gens intelligents qui n'ont pas l'information nécessaire que l'inverse. Il y en a, c'est rien à faire, mais il y en a une grande majorité, moi je continue de penser ça, qui sont de bonne foi, qui veulent que ça fonctionne, mais il faut peut-être sortir un petit peu de nos tours d'ivoire, sortir de nos bureaux feutrés, puis d'essayer de favoriser ce genre d'échange-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie ton invitation
parce que vous faites avec Visée Droit, à mon avis, c'est exactement ça. C'est permettre l'échange, puis qu'on se comprenne bien. La question, ce n'est pas de savoir qui a raison, c'est pas ça l'idée. Est-ce qu'on peut continuer d'échanger là-dessus, brasser des idées, essayer de s'amener ailleurs, revenir, reculer, puis repartir en avant en discutant intelligemment et gentiment? Moi, je pense que oui. Merci sur ce mot d'espoir, effectivement, que je voulais en toute fin et je l'apprécie vraiment beaucoup. Écoute, Frédéric, je ne vois pas de questions directement là, dans le Q&A. Et dans ce contexte-là, écoute, on a bien échangé et j'aime bien finir sur cette belle note-là. Oui, t'as peur que tu me reposes une autre question puis que je revienne avec... On arrête ça là. Merci tout le monde. Mais non, mais je trouve ça intéressant, puis j'aimerais même un petit peu peut-être faire du pouce des fois lorsqu'on dit, puis effectivement, parler, échanger, et surtout, ne le faites pas juste, surtout avec les réseaux sociaux, ne le faites pas juste pour la personne avec qui vous échangez, mais pour les gens qui vont lire. Oui. Parce que justement, on parle de gens qui n'osent pas eux-mêmes faire de commentaires, qui n'osent pas eux-mêmes débattre, mais quand ils vont voir l'échange, on va faire comme « OK, je ne suis pas fou, il y a d'autres personnes qui pensent comme moi que ça n'a pas d'allure ce que ces gens-là disent. » Et ça peut aider la cause. Parce que des fois, effectivement, puis j'étais parfois dans cette situation-là de dire, voyons, non, c'est donc bien long d'échanger moi-même sur les réseaux. Puis je me dis, OK, mais on ne le fait pas juste pour l'échange. Faites-le pour, pour le public. Donc, tu as raison. Et ça a déclenché un merci simplement sur des commentaires. Donc, ouais, on n'a pas perdu notre temps 100%. Donc, au nom du Salon Visée Droit, au nom du Barreau de Montréal, professeur Bérard, merci énormément pour une deuxième année de participation à des échanges qui sont toujours aussi intéressants et autant palpitants. Peut-être une troisième. avec un autre portrait. Là. Ça va aller mieux l'année prochaine. Ça va aller mieux l'année prochaine. Excellent. Salut. Un énorme merci. Au plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.